Bonjour à tous. Cette table ronde consacrée à la thromboprophylaxie en chirurgie orthopédique majeure est en fait le fruit d'une collaboration. Une collaboration entre le groupe GRAS, groupe francophone de réhabilitation améliorée, le GIHP et les laboratoires Sanofi. Elle fera un peu le point sur ce problème qu'est la thromboprophylaxie en orthopédie. Avec nous aujourd'hui, 4 experts, 2 modérateurs, le professeur Karem Slim qui vient de faire cette introduction, fondateur du site GRAS, moi-même, le professeur Dan Benamou, anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Bicêtre, et puis nos 2 experts qui vont dérouler les cas cliniques tout à l'heure, le professeur Anne Gaudier de l'hôpital Georges Pompidou et le professeur Pierre-Albin Desjaux du CHU de Grenoble. Alors pourquoi justement cette table ronde sur la thromboprophylaxie? Parce que depuis plusieurs mois déjà, on avait les recommandations de l'ASFAR en 2011 et depuis plusieurs mois, depuis fin 2018, on a vu les recommandations européennes publiées qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ensuite, en 2019, les recommandations du GIHP et fin 2019, les recommandations de l'ASFAR sur la RAC et la chirurgie orthopédique. Donc vous voyez très bien qu'on a vu une évolution des idées, et cette évolution des idées nous a amené à avoir l'envie de faire le point pour les médecins que nous sommes, pour nos praticiens et nos collègues sur le terrain, pour que les idées se clarifient un peu et qu'on puisse présenter la chose et la discuter un peu mieux. Donc je laisse la parole à Dan Benamou qui va présenter, je pense, le premier cas clinique. Alors oui, effectivement, pour dérouler un peu cette table ronde, on va utiliser des cas cliniques successifs qui vont permettre un peu d'illustrer les différentes situations cliniques qui se posent dans cette situation, et puis avec nos 2 experts, et regarder, voir les différentes choses et les différents moyens que l'on peut mettre en œuvre, à la fois en termes de raisonnement et d'éléments thérapeutiques qu'on va pouvoir utiliser. Alors, commençons d'emblée par le premier cas clinique, qui nous est donc proposé par nos experts. Il s'agit donc d'une dame de 66 ans, 62 kg, qui est programmée pour une prothèse totale de genou dans un parcours de RAC au départ, donc de réhabilitation améliorée en chirurgie. Comme antécédent, cette patiente a déjà été opérée d'une PTH il y a 5 ans, qui avait été compliquée d'une embolie pulmonaire non grave à l'époque. Elle a par ailleurs une hypertension artérielle sous amlodipine et une fonction rénale qui est dans les valeurs, disons, de la normale, avec un débit de filtration glomérulaire, selon la formule de Cockcroft, à 75 ml par minute. Et la première question qu'on se pose, c'est la prophylaxie post-opératoire qu'on va pouvoir choisir chez cette patiente. Les différentes options qu'on vous propose pour faire avancer la réflexion, c'est rien, aucune prophylaxie. De l'énoxaparine à la posologie de 4000 unités une fois par jour en sous-cutané, de la calciparine 0,2 ml x 2 par jour en sous-cutané, de la pixaban 2,5 mg 2 fois par jour, là aussi, cette fois-ci par voie orale, ou bien de l'aspirine, 75 mg une fois par jour par voie orale, soit seule, soit combinée à des compressions pneumatiques intermittentes. Si on y réfléchit à 2 fois, finalement, les propositions n'acceptent que 2 réponses possibles. Un choix avec des anticoagulants, soit l'énoxaparine, 4000 unités une fois par jour en sous-cutané, soit la pixaban, 2,5 mg x 2 par jour. D'une certaine façon, c'était attendu puisque dès 2011, les recommandations de l'ASFAR indiquaient qu'après une prothèse totale de hanche ou de genou, les seules options possibles étaient des anticoagulants, soit du fondaparinux, soit du dabigatran, soit du rivaroxaban, soit de la pixaban, soit des héparines de bas poids moléculaire comme on vient de le voir, et l'aspirine à cette époque n'avait aucune place. Depuis, les recommandations européennes ont proposé l'aspirine comme une option dans la thromboprophylaxie après prothèse totale de hanche ou de genou, ce qui nous permet de discuter cette place. Néanmoins, cette utilisation de l'aspirine est restreinte à certaines conditions. La première condition, et qui nous intéresse dans le cas de notre patiente, c'est des patients qui n'ont pas de facteur de risque thromboembolique veineux. Typiquement, la patiente du cas clinique a un antécédent d'embolie pulmonaire, ce qui, d'emblée, la met en dehors du cadre qui permet de prescrire l'aspirine. Dans les autres cas, et on va y revenir ensuite, pour pouvoir prescrire de l'aspirine, il faut être dans un parcours de RAC. Il ne faut pas avoir de risque hémorragique mineur. On va dire que les patients qui ont un risque hémorragique important, peut-être que pour cela, on préférera l'aspirine. Et puis, il faut prescrire des compressions pneumatiques intermittentes en association, mais là encore, on y reviendra.
Ce qui fait que si on souhaite discuter des facteurs de risque thromboemboliques qui vont conduire à exclure l'aspirine et préférer les anticoagulants, eh bien, ils sont listés sur cette diapositive. Dans les facteurs de risque thromboembolique à retenir, il y a l'antécédent personnel d'événements thromboemboliques veineux, la thrombophilie majeure, un âge de plus de 70 ans, une obésité morbide, la notion de cancer actif, une insuffisance cardiaque, une contraception, un déficit neurologique récent, le postpartum, l'insuffisance rénale qui a cette particularité d'être à la fois un risque thrombotique et un risque hémorragique, et puis les patients qui ont reçu de l'érythropoïétine. Alors Anne, sur cette diapositive qui est effectivement un peu chargée puisqu'il y a beaucoup de facteurs de risque potentiels, est-ce que tu peux peut-être un peu prioriser pour nos auditeurs, qu'ils comprennent bien quels sont les facteurs qui sont vraiment des facteurs de risque importants et ceux qui le sont un peu moins? C'est vrai qu'ils n'ont pas tous le même poids, on a cherché à les lister tous pour pouvoir les combiner ensemble, mais le plus important, celui qui a le poids de risque le plus important, c'est l'antécédent personnel d'événements thromboemboliques veineux. Donc notre patiente qui avait un antécédent d'embolie pulmonaire, elle a un facteur de risque majeur de récidive, elle doit donc bénéficier d'une thromboprophylaxie par anticoagulant et elle ne peut pas bénéficier d'une thromboprophylaxie par aspirine. Bien, maintenant nous passons au deuxième cas clinique. Une dame toujours âgée de 66 ans, c'est la même, qui a des antécédents de PTH donc il y a 5 ans, sans particularité, qui est hypertendue et qui a une fonction rénale dans les limites de la normale. Donc en fait, on se trouve devant le cas clinique précédent, à la différence près qu'en termes de facteurs de risque, on se retrouve avec une patiente qui n'a pas d'antécédent thromboembolique. Et on va essayer de voir en quoi est-ce que ça modifie la stratégie de thromboprophylaxie. Donc les propositions pour la thromboprophylaxie post-opératoire initiale, c'est soit rien, soit enoxaparine 4000 unités une fois par jour, calcis 0,2 ml x 2 par jour, apixaban 2,5 mg x 2 péros par jour, aspirine 75 mg par jour ou aspirine et compression pneumatique intermittente. Et le choix qu'on va faire, c'est étonnamment, c'est enoxaparine ou apixaban, c'est-à-dire des anticoagulants dans la phase initiale, parce que là, on va voir que l'important n'est pas uniquement, contrairement à ce qu'on faisait avant, les facteurs de risque et un protocole préétabli avant l'intervention, parce qu'on considérait que la PTH et la PTG sont des chirurgies à fort risque, mais on va tenir compte cette fois-ci pour essayer de différencier des patients pour lesquels on changerait de stratégie de thromboprophylaxie. On va chercher à savoir qu'est-ce qui correspond à du fast-tracking, à du RAC. Et donc, une des conditions pour pouvoir proposer une solution alternative à que de l'anticoagulant, c'est de s'assurer que le parcours de RAC est optimisé. Et dans les commentaires qui ont été faits par le GIHP, il a été mis en avant 3 conditions: une chirurgie de moins de 2 heures, une ambulation avec déroulé du pas dans les 24 premières heures post-opératoires et une durée d'hospitalisation courte, ici inférieure à 5 jours, pour différencier des patients pour lesquels on pourrait proposer, selon un schéma qu'on verra un petit peu plus tard, de l'aspirine ou rester sur un schéma classique des recommandations de l'ASFAR de 2011. Et en fait, on cherche surtout à exclure des patients qui n'auraient pas un parcours RAC optimisé, c'est-à-dire avec des chirurgies qui auraient été allongées pour des problèmes techniques, avec une ambulation qui n'a pas pu être obtenue ou une durée d'hospitalisation qui est au-delà de 5 jours, quelle que soit la raison pour laquelle l'hospitalisation va au-delà de 5 jours. Et donc, voici la proposition qui a été faite de thromboprophylaxie alternative aux propositions de l'ASFAR 2011, c'est-à-dire tout anticoagulant jusqu'au 14e jour ou au 35e jour, pour la PTH et la PTG programmée, dans un parcours optimisé, RAC ou ambulatoire, tel que défini précédemment, chirurgie courte, ambulation, dans les 24 premières heures post-opératoires, durée d'hospitalisation courte, et en l'absence de facteurs des risques tels que définis précédemment tel que vous l'a expliqué Anne, l'aspirine peut être proposée dans le cadre d'une thromboprophylaxie veineuse séquentielle selon les modalités d'administration extrapolées de l'étude EPCAT-2 dont on va parler un tout petit peu après. C'est-à-dire après 5 jours d'anticoagulation, l'aspirine pourrait être prescrite à la dose de 75 à 100 mg pendant une durée de 9 jours de plus des 5 jours précédents pour la PTG et 30 jours donc de plus pour la PTH. Si le patient présente des facteurs de risque thromboemboliques additionnels ou si le parcours n'a pas été optimisé, eh bien on revient en fait
à une stratégie de thromboprophylaxie classique telle que définie par l'ASFAR en 2011, c'est-à-dire un anticoagulant parmi les anticoagulants suivants, HBPM, Fondaparinux, dabigatran, rivaroxaban et apixaban. En fait, c'est une véritable évolution, une quasi-révolution, puisqu'on doit complètement changer de mode de programmation de la thromboprophylaxie, puisqu'avant, on considérait que PTH, PTG, c'était une chirurgie à risque élevé, qui, du fait de sa nature, impliquait une thromboprophylaxie par anticoagulant, alors que là, on doit tenir compte du parcours, c'est-à-dire on est dans le post-opératoire, juste avant la sortie du patient, pour pouvoir proposer une solution alternative qui comprendra à minima 5 jours d'anticoagulant, puis de l'aspirine. Maintenant, on va passer à l'autre, toujours le même cas, avec une question simple, avec une thromboprophylaxie par aspirine plutôt que par anticoagulant. Qu'en est-il des complications hémorragiques? Bien, on a l'impression, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, on cherche à changer de mode, que les antiplaquettaires de type aspirine font moins saigner que les anticoagulants. Et donc, je pense que la réponse à cette question, c'est faux. En fait, on va voir sur la diapositive suivante qu'on a un risque hémorragique qui est aussi important sous rivaroxaban que sous aspirine dans cette étude. Donc, c'est l'étude EPCAT-2. Donc, ce sont plusieurs milliers de patients qui ont été randomisés entre soit du rivaroxaban 10 mg pendant 35 jours pour la PTH et 14 jours pour la PTG, contre 5 jours de rivaroxaban suivis par l'aspirine sur des durées totales qui sont les mêmes. Donc on voit en bas à gauche qu'on a une non-infériorité dans la stratégie qui comprend de l'aspirine par rapport à celle qui est exclusivement proposée par du rivaroxaban, mais à droite on a le risque hémorragique et on se rend compte que finalement on a autant, voire un tout petit peu plus d'événements hémorragiques dans le bras traité par de l'aspirine par rapport au bras rivaroxaban. Donc c'est étonnant, mais les faits sont là, ils sont corroborés d'ailleurs par d'autres études dans d'autres domaines qui montrent que finalement l'aspirine n'est pas aussi sécure, c'est-à-dire à moins de risque hémorragique que les autres anticoagulants. Donc je pense que ça c'est un élément extrêmement important à prendre en compte. Et d'ailleurs ce risque hémorragique-là n'est pas le seul fait du rivaroxaban pendant les 5 premiers jours post-opératoires. Alors, cette étude, il est important de voir quels étaient les patients qui étaient inclus dans cette étude. C'est des patients sans facteur de risque. Une fois de plus, si on doit partir sur une stratégie qui réduit la durée d'anticoagulation et propose l'aspirine en alternative par la suite, ce sont des patients qui n'avaient pas d'antécédents ou très peu de patients qui avaient des antécédents thromboemboliques. D'autre part, c'est une chirurgie première, ça n'inclut pas de reprise, c'est de la chirurgie programmée, il n'y avait pas de fracture du col. Et enfin, le programme RAC tel que décrit dans l'article était ce qu'on pourrait appeler un programme RAC optimisé, c'est-à-dire avec une durée d'intervention courte et une durée d'hospitalisation courte aussi. Et cette étude est caractéristique et vraiment illustrative du fait que lorsque l'on est dans les nouveaux parcours, on peut se permettre de faire ça. Et lorsque, en revanche, on compare ces études-là aux études précédentes, on se rend compte que les temps d'hospitalisation sont beaucoup plus courts par rapport aux études qui ont fondé, par exemple, et qui ont permis aux anticoagulants oraux directs de venir sur ce marché de la thromboprophylaxie post-opératoire après PTH-PTG. Donc, en ce qui concerne les commentaires du GIHP qui concernent la thromboprophylaxie par aspirine, il est clair qu'on a plusieurs éléments et que parmi ces éléments, je le rappelle, ce n'est pas de facteur de risque, un parcours optimisé et on commence par des anticoagulants pendant 5 jours. Et il est important de placer là, ici la thromboprophylaxie mécanique puisqu'il est proposé dans les commentaires du GIP que l'utilisation des compressions pneumatiques intermittentes telles que recommandées ne doit pas compromettre l'ambulation. Le point important, c'est que c'est l'ambulation le facteur le plus important. Il faut que le patient puisse marcher suffisamment longtemps pour justement se mettre dans des conditions où on pourra modifier cette thromboprophylaxie. Et donc la CPI n'est indiquée que si le patient est alité, mais alors là, on se retrouve dans un cas de figure qui peut-être fait réévaluer la thromboprophylaxie post-opératoire chez ces patients-là. J'aurais à ce propos une question de Candide. Certains proposent
la marche avec la compression pneumatique intermittente. Qu'en est-il dans la vraie vie? Alors dans la vraie vie, on se rend bien compte que ça va être difficile d'avoir et la compression pneumatique intermittente et l'ambulation. Et je pense que dans ces conditions-là, il faut vraiment privilégier l'ambulation et la marche par rapport à des techniques qui, effectivement, se font chez un patient statique et sédentaire. Donc c'est l'ambulation qui est, je le répète, qui est le plus important dans les stratégies, les nouvelles stratégies pour les patients qui doivent bénéficier de la RAC. Bien, vous avez répondu à ma question. Alors, si on garde cette situation clinique qu'on a évoquée tout à l'heure, donc cette patiente qui est donc opérée de sa prothèse de hanche et qui n'avait pas d'antécédent particulier, chez laquelle on avait initialement envisagé la possibilité qu'elle puisse avoir un relais par aspirine post-opératoire dans l'hypothèse de ce fameux parcours de RAC, mais il se trouve que, comme indiqué sur cette diapositive et dans le cas que l'on vous propose maintenant, eh bien, chez cette patiente-là, survient une pneumopathie post-opératoire à J2 après l'intervention, qui nécessite une antibiothérapie, de l'oxygène, de la kinésithérapie, et qui donc conduit en fait à un maintien en hospitalisation de cette patiente, qui ne peut donc pas sortir dans les délais que nous a proposé le professeur Albayadejo. Qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? C'est une vignette qui permet justement d'insister sur la réévaluation du schéma initialement envisagé de thromboprophylaxie. Cette fois-ci, on pourra discuter de nouveau aucune prophylaxie, de l'énoxaparine, de la calciparine, de l'apixaban, de l'aspirine seule ou de l'aspirine en combiné. Mais comme on l'a dit précédemment, alors même qu'on envisageait la possibilité d'une thromboprophylaxie séquentielle parce que c'était une chirurgie première, c'est-à-dire pas une reprise, que la patiente n'avait pas d'antécédent thromboembolique et pas de facteur de risque particulier et qu'elle rentrait dans un parcours de RAC, on avait pu songer à faire 5 jours d'anticoagulation et un relais par aspirine. L'avantage de ces 5 jours d'anticoagulation, c'est que ça permet de réévaluer la situation dans les quelques jours de l'hospitalisation de la RAC. Et là, elle fait cette pneumopathie, on sort du parcours de RAC, l'hospitalisation est prolongée, la patiente est inflammatoire, il y a cette affaire d'infection, le risque thromboembolique hospitalier augmente et il faut donc changer, renoncer à la thromboprophylaxie séquentielle pour pouvoir faire un schéma seul par soit de l'énoxaparine, soit de l'apixaban. On préférera de nouveau, parce que le parcours de RAC ne peut pas être réalisé, un schéma par un anticoagulant seul. Finalement, si on récapitule, pour une prothèse totale de hanche et de genou qu'on envisage dans un parcours de RAC, en premier lieu, il faut vérifier que les caractéristiques de la RAC vont être respectées, c'est-à-dire une hospitalisation courte, la possibilité d'une ambulation. Et une fois qu'on a vérifié que ce parcours de RAC est respecté a priori, on évalue les facteurs de risque thromboembolique du patient. Si le patient n'a pas de facteur de risque, alors on peut songer à la thromboprophylaxie séquentielle, mais on n'oubliera pas qu'une fois l'intervention passée, il faut réévaluer ce parcours de RAC. S'il n'y a pas de complications, pas d'événements inattendus, alors on peut rester sur une thromboprophylaxie séquentielle associant 5 jours d'anticoagulants, puis de l'aspirine. A l'inverse, si on n'est pas dans un parcours de RAC et qu'on prévoit d'emblée une hospitalisation prolongée, si le patient a des facteurs de risque thromboembolique personnels, ou si finalement les choses ne se passent pas si bien et qu'il y a des complications, alors on songera à une thromboprophylaxie classique par des anticoagulants seuls. Alors, je poursuis finalement le déroulé de nos cas cliniques. Et cette fois-ci, on vous propose une patiente qui a 78 ans, 52 kilos, qui est hospitalisée à 14 heures pour une fracture du col du fémur cette fois-ci. Et ce n'est plus une histoire d'une situation de prothèse totale de hanche programmée. La fracture est survenue quelques heures auparavant et le chirurgien prévoit une intervention sous la forme de la pose d'un clou gamma qui est prévu en deuxième position le lendemain de la fracture. Cette patiente a une hypertension artérielle avec un inhibiteur calcique de l'amlodipine et elle a un débit de filtration glomérulaire, selon la formule de Cockcroft, à 55 ml par minute. Alors on va refaire le même raisonnement, essayer de voir en quoi on peut, comment est-ce qu'on pourrait modifier nos stratégies habituelles, compte tenu du fait que c'est une fracture du col sans antécédent. Donc les propositions de thromboprophylaxie post-opératoire pourraient être rien, ou de l'énoxaparine 4000 unités une fois par jour, calci 0,2 x 2, apixaban 2,5 mg x 2, aspirine 75 mg ou aspirine 75 mg avec des compressions pneumatiques intermittentes. Mais en fait, c'est une fracture du col et la stratégie, ce sera de l'énoxaparine, puisqu'on est dans une situation où clairement, on n'a pas d'autres possibilités, en tout cas d'autres
proposition de thromboprophylaxie pharmacologique qui aurait montré son intérêt dans la fracture du col, son intérêt, son efficacité et sa sécurité. C'est la raison pour laquelle on vous montre cette diapositive qui est très simple. Il n'y a aucune étude concernant l'aspirine versus HBPM dans la fracture du col. Et on est donc dans la situation où on va appliquer les recommandations de la SFAR en 2011 qui disent que en ce qui concerne la fracture du col, l'aspirine sans autre mesure thromboprophylactique, pharmacologique ou mécanique n'est pas recommandée en thromboprophylaxie, que les héparines de bas poids moléculaire et le fondaparinux représentent les deux moyens prophylactiques de première intention, et enfin que le dabigatran, le rivaroxaban et l'apixaban n'ont pas d'indication dans la fracture de hanche parce qu'il n'y a pas d'études sur ces patients-là, et que donc, et ça ce sont les propositions et les commentaires du GIHP concernant les recommandations européennes, pour une chirurgie orthopédique à risque, qui est donc à risque thromboembolique élevé autre que PTH-PTG, donc incluant la fracture du col, il n'y a pas de données suffisantes pour proposer l'aspirine comme moyen de prévention, y compris dans la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, même si la durée d'hospitalisation est courte. Parce qu'on est dans une situation où justement on a une fracture, c'est-à-dire que le risque thromboembolique a commencé au moment de la fracture et pas au moment de la chirurgie. D'où cette question, comment prescrivez-vous la thromboprophylaxie par HBPM avec 3 propositions. Débutez-vous en préopératoire le soir de l'hospitalisation, débutez-vous en post-opératoire à H+2, débutez-vous en post-opératoire à H+6. Et la réponse est corollaire de ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que la thromboprophylaxie commence là où le risque thromboembolique commence, c'est-à-dire juste après la fracture du col. C'est-à-dire que si cette patiente est admise à l'hôpital le jour de sa fracture du col qui est survenue à 10 heures dans ce cas clinique, eh bien le soir de cette journée-là, il faudra proposer une thromboprophylaxie par HBPM, compte tenu du fait qu'elle ne sera opérée que le lendemain matin. Donc on est dans un cas où on va débuter la thromboprophylaxie en préopératoire, classiquement, comme le recommandent les recommandations de la SFAR. J'interviens juste un instant. Si cette dame avait été opérée le jour même de sa fracture, est-ce que tu pourrais commenter sur le fait que quel moment, finalement, à quel moment, par rapport à l'intervention, serait survenue la première dose d'anticoagulant? Globalement, c'est 12 heures avant. Et si sur la diapositive suivante, on voit que le début de la prophylaxie par HBPM doit se faire dès l'arrivée du patient si l'intervention est prévue plus de 12 heures après l'arrivée. Donc on a ce timing-là pour pouvoir programmer, le plus important d'ailleurs étant de le programmer le plus rapidement, de programmer l'intervention le plus rapidement possible. Absolument. Et cette prophylaxie, tu vas la prescrire comment en termes de durée? Est-ce que tu vas choisir plutôt 10 jours, 14 jours, 35 jours? Alors, il n'y a pas de piège là-dedans. Il faut appliquer les recommandations. C'est de la chirurgie à risque dans des conditions de risque thromboembolique élevé. Et ce risque thromboembolique reste élevé pendant longtemps. Et donc, dans les recommandations, c'est clairement 35 jours, comme proposé dans les recommandations SFAR 2011. En fait, en pratique, on est en train de répéter ce qui avait été proposé en 2005, puis en 2011, pour la prise en charge de la fracture du col. Et il n'y a pas d'avancée majeure dans la thromboprophylaxie pharmacologique pour les fractures du col. Donc on reste classique sur la fracture du col. Et avec ça, finalement, une fois qu'on a prescrit des héparines de bas poids moléculaire, il faut se souvenir qu'il reste ce risque potentiel de thrombopénie immunoallergique à l'héparine et qu'il faut donc surveiller les plaquettes en post-opératoire, avec une question sur la fréquence de surveillance, pas de surveillance plaquettaire, une fois pendant la durée du traitement, 1 à 2 fois par semaine pendant la durée du traitement ou 3 fois par semaine pendant la durée du traitement. Cette question avait juste pour objectif de rappeler que le GIHP a fait des propositions mettant à jour les recommandations de la SFAR sur la gestion des TIH, ce qui nous conduit à proposer 1 à 2 fois par semaine pendant la durée du traitement, comme vous pouvez le voir sur le tableau suivant, qui indique la fréquence de surveillance en fonction des risques. Et on note que pour les HBPM, en chirurgie, que ce soit prophylactique ou curatif, il s'agit d'un risque intermédiaire dans la colonne jaune. Et la colonne jaune, vous le voyez tout en bas, c'est 1 à 2 fois par semaine pendant la durée du traitement. Bien, maintenant on passe à l'autre cas clinique. 78 ans, une dame qui pèse 52 kg, hospitalisée à 14 heures pour une fracture du col survenue à 10 heures, 4 heures auparavant,
qui aura un clou gamma prévu en deuxième position le lendemain, qui est hypertendu, qui est traité pour cette hypertension et qui a une fonction rénale altérée. Alors ça, c'est la question finalement de la thromboprophylaxie chez les patients qui présentent une insuffisance rénale sévère, donc une clairance inférieure à 30 ml/min, qu'on estimera en périopératoire de préférence par la formule de Cockcroft, qui permet d'adapter les médicaments et d'évaluer à la fois le risque hémorragique et le risque thrombotique. Les propositions du GIHP ont permis de formaliser les choix de molécules. Et ici, les options qui s'opposent, c'était soit rien de nouveau parce qu'on considère que l'insuffisance rénale est un facteur de risque hémorragique, l'enoxaparine à demi-dose, 2000 unités une fois par jour, l'enoxaparine à dose standard, 4000 unités une fois par jour, de la calciparine, 0,2 ml 2 fois par jour, du rivaroxaban à 10 mg par jour ou de l'aspirine de nouveau, 75 mg une fois par jour. Vous voyez ici la réponse. L'enoxaparine pour l'insuffisance rénale sévère se prescrit à demi-dose pour des valeurs de clairance inférieures à 30 ml/min, néanmoins avec une valeur seuil en bas qui sera la valeur de 15 ml/min, comme vous pouvez le voir ici. Donc entre 15 et 30, on peut prescrire de l'enoxaparine. Jusqu'à 20 ml, on peut prescrire de la tinzaparine à la posologie de 4500 unités une fois par jour. Et on notera que pour des valeurs inférieures, eh bien, il faut passer à l'héparine non fractionnée, à la calciparine, voire à l'héparine non fractionnée à la seringue électrique, mais ça complique considérablement les schémas. Donc on préférera pour des clairances inférieures à 15 ml/min de la calciparine et au-dessus de 15 ml/min, on restera avec des HBPM à demi-dose. Il n'y a pas de place pour le fondaparinux, pas de place pour les anticoagulants oraux directs et pas de place pour l'aspirine dans cette situation. Alors pour conclure un peu cette table ronde, nous vous proposons un peu ces messages à conserver en vous rappelant un peu les particularités, les nouveautés, mais également les données bien classiques qui ont été réexposées là au cours de cette discussion au sujet de la thromboprophylaxie dans le cadre de la chirurgie orthopédique majeure. Alors on pourrait résumer les choses en disant les choses suivantes, en disant que dans le cadre prévisionnel d'une chirurgie qui se ferait dans le cadre d'une réhabilitation améliorée en chirurgie, la fameuse RAC dont nous parlons depuis tout à l'heure, le protocole de thromboprophylaxie est donc une décision dynamique, séquentielle, comme l'a dit le professeur Alba Adejo tout à l'heure. Il faut d'abord évaluer les facteurs de risque, que l'on va évaluer en préopératoire en regardant l'histoire et les antécédents du patient. On va regarder comment se passe l'hospitalisation, le déroulement du parcours périopératoire qui va permettre de décider du choix final du traitement qui est fondé de toute façon initialement sur les anticoagulants. Et puis ce n'est que secondairement, devant un parcours on va dire idéal, chez un patient qui n'aurait pas d'antécédents, après un traitement de quelques jours d'anticoagulants et uniquement en cas de prothèse totale de hanche ou de genou, en l'absence de facteurs de risque et en l'absence d'événements imprévus pendant le parcours hospitalier, que l'on pourrait se permettre, cette fois-ci, de prescrire de l'aspirine. Nous vous remercions de votre attention. Merci à tout le monde.